Très bien. Eh bien, écoutez, bonjour à tous et un grand merci pour cette nouvelle invitation, puisque j'ai eu la chance d'être présent d'assez nombreuses fois lors de vos salons. J'ai fait l'ouverture certaines années en tant que représentant de la Société française de rhumatologie. J'ai fait des ouvertures et des conférences sans ouverture. Cette année, c'est une conférence sans ouverture, mais c'est toujours un grand plaisir que de vous retrouver et de pouvoir échanger avec vous. Et je pense que ces salons ont vraiment un rôle très important et sont des moments de rencontre entre les patients et les soignants au sens large, que ce soit dans les conférences ou que ce soit dans les ateliers. Alors, le sujet donc est là. Je vous passe mes liens d'intérêt. Et on va commencer par quelques rappels pour fixer le vocabulaire et qu'on se comprenne bien. Donc, on va parler là du traitement des rhumatismes inflammatoires chroniques. Donc, un rhumatisme, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vraiment quelque chose du vocabulaire courant, mais finalement, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'on ne sait pas trop bien ce qu'on met dedans. C'est une maladie qui touche l'appareil locomoteur, en gros, c'est-à-dire les os, les tendons, les articulations. Voilà. Donc, l'arthrose est un rhumatisme, par exemple. Le mal de dos commun d'origine discale, c'est un rhumatisme. La polyarthrite, c'est un rhumatisme. Mais là, ce dont on va parler, ce sont des rhumatismes inflammatoires, c'est-à-dire que le mécanisme de la maladie, c'est quelque chose qui génère de l'inflammation dans votre corps à certains endroits. Pour la polyarthrite, c'est dans les articulations. Pour la spondylarthrite, c'est plutôt dans la colonne et le bassin. Mais voilà, c'est de l'inflammation qui va se mettre là par un certain dérèglement du système immunitaire. Donc, ce sont des maladies inflammatoires, des maladies chroniques, et on a une abréviation que j'utiliserai peut-être dans d'autres diapositives. Donc, vous voyez, c'est les RIC. On dit souvent les RIC, les rhumatismes inflammatoires chroniques. Le RIC d'AFP RIC, donc nous le connaissons. Voilà, oui, AFP RIC, voilà, vous connaissez. Donc, voici resitué, que mettons dans les RIC? Alors, je vous l'ai déjà un petit peu dit, on met la polyarthrite rhumatoïde, bien sûr, on y met aussi toutes les spondyloarthrites et le rhumatisme psoriasique. Donc, dans les spondyloarthrites, vous pouvez connaître, vous, peut-être plus certains vocables comme la spondylarthrite ankylosante, comme les spondylarthropathies, comme les bon, bref, tout ça, c'est la même chose. Donc, c'est dans cette bulle qui est bleue, là, à droite. Et puis, on y met, bien sûr, d'autres maladies, le Gougerot, le lupus, et puis plein d'autres RIC. Mais pour cibler quand même le sujet, qui est déjà très large, on se contentera d'aborder plus rapidement la polyarthrite rhumatoïde, un peu plus en détail le traitement des spondyloarthrites et du rhumatisme psoriasique. Alors, le traitement de ces maladies. Alors, le rêve, et ça correspond à la question qui est posée, quel traitement pour quel malade? Le rêve serait, je parle déjà au conditionnel, donc vous avez bien compris, vous savez de toute façon que pour l'instant ce n'est qu'un rêve, mais l'objectif de tout rêve c'est d'être atteint. Le traitement personnalisé, c'est-à-dire je sais exactement pour ce patient-là, vu son âge, son sexe, le type de sa maladie, et le fait qu'il a tel problème de santé à côté, le fait qu'il habite là, etc., je sais que lui faut ça comme traitement parce que c'est ça qui va le mieux marcher chez lui. Ça, c'est le rêve, c'est la médecine personnalisée avec le traitement personnalisé. Pourquoi ce n'est qu'un rêve? Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas cette capacité à choisir de façon scientifique, raisonnée, médicale, de choisir le meilleur traitement pour le patient donné sur des arguments forts. On peut avoir avec l'expérience des suspicions ou des hypothèses mais ce n'est pas de la science dure, loin de là. Et donc, ce que l'on a plutôt, ce sont des démarches de traitement de groupe, c'est-à-dire qu'on traite un groupe de malades, les polyarthritiques, par exemple, et par contre, on est quand même capable de faire des adaptations au cas par cas, c'est-à-dire que les polyarthritiques, en général, on les traite comme ceci, en première intention, on va y revenir, mais quand il y a tel ou tel problème, à ce moment-là, on va plutôt faire ça, ou quand il y a tel ou tel problème, on va quand même peut-être plutôt faire ça. Mais la règle, si vous voulez, voilà, c'est le traitement de groupe, ce n'est pas le traitement complètement individualisé, monsieur un tel, voilà, je rentre tel et tel et tel et tel paramètre, ou je fais telle prise de sang qui me dit, chez lui, il faut taper là-dessus, il faut taper sur telle molécule, etc. Donc chez lui, c'est ça le bon traitement. Ça, on n'a pas la recherche de biomarqueurs, la recherche de marqueurs prédictifs, de réponses, etc. Tout ça, ce sont des recherches extrêmement actives à travers le monde depuis un certain nombre d'années.
On va y arriver un jour, mais aujourd'hui, nous n'avons pas. Donc c'est du traitement de groupe avec des adaptations au cas par cas qui ne sont pas toujours standardisées. Comme je vous ai dit, là, pour monsieur un tel qui a tel problème en même temps, on va plutôt pas faire méthotrexate, par exemple, on va plutôt faire cela. Mais ce n'est pas standardisé, c'est-à-dire que le rhumatologue d'à côté va peut-être dire, bon, on ne va pas faire un méthotrexate, mais on va plutôt faire ceci. Et ce n'est pas la même chose. Et vous voyez, comme ce n'est pas standardisé et qu'on n'est pas dans la science pure et dure démontrée, le premier rhumatologue et le deuxième ont tous les deux raison, a priori, et on peut les faire discuter ensemble très longtemps. Aucun des deux ne pourra prouver à l'autre qu'il a raison ou que l'autre a tort. Voilà, donc c'est ce qui peut vous expliquer parfois le fait que je ne comprends pas, un tel m'avait dit plutôt ça, j'ai vu un autre, parce que, je sais pas, il est parti à la retraite ou il est parti ailleurs, j'ai vu un autre qui m'a dit, ah non, plutôt ça, ou alors j'ai la même chose que ma voisine, et elle, on lui a dit ça, et moi, on m'a donné ça. Donc oui, ça vient de ce genre de situation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de preuve dans la littérature que pour cette maladie-là, c'est ça, ou alors sinon, c'est ça, ou sinon, c'est ça, eh bien, ça se fait sur l'expérience, parfois un peu le feeling de chaque rhumatologue, d'où des divergences que vous pouvez observer entre vous ou entre les rhumatologues que vous avez pu rencontrer. Et donc, il y a des variations. Voilà. Alors, on rentre dans le traitement. Nous avons deux types globalement de traitement. Le traitement médicamenteux, bien sûr, que ce soit des cachets, des suppositoires, c'est beaucoup plus rare maintenant, ou des piqûres sous-cutanées, des injections. Donc ça, c'est le traitement médicamenteux. Et puis le traitement non médicamenteux. Alors, je vais dire deux mots du traitement non médicamenteux pour commencer. Nous avons des traitements non médicamenteux qui peuvent avoir une grande importance dans la prise en charge de certains RIC et surtout pour certains malades, certains patients. Alors, parmi ceux-là qui ont vraiment une efficacité reconnue, démontrée, nous avons les trois premiers. La kinésithérapie, en particulier pour les formes de spondyloarthrite axiale qui touchent le dos, etc., mais pas seulement. Ça peut concerner aussi la polyarthrite rhumatoïde. L'ergothérapie, en particulier là, à l'inverse, quand ça touche beaucoup les mains, les pieds, mais pas seulement, ça peut aussi concerner ceux qui ont de grands problèmes de colonne, et à ce moment-là, c'est plus l'adaptation, par exemple, du poste de travail ou de la façon d'être sur l'ordinateur ou de regarder la télévision, etc. Les cures thermales ont un rôle d'appoint qui peut être très utile chez certains patients, et tout ça, on peut y revenir dans les questions si vous le souhaitez. Après, on arrive vers des traitements non médicamenteux qui sont utilisés par les patients, souvent très largement, mais qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité dans la littérature. L'acupuncture a des petites bribes de preuve, mais des bribes. L'homéopathie, vraiment quasiment rien. Les régimes, rien du tout, même s'ils sont très utilisés, je le sais, par les patients. Quand on regarde dans la littérature, il y a très peu de données, et les données que nous avons, elles ne montrent absolument aucune efficacité de ces régimes sur le contrôle de nos maladies RIC. Alors, on a besoin aussi, mais là c'est plutôt parce que, comme je l'ai mis à la fin, c'est le traitement des conséquences. Il y a des conséquences de ces rhumatismes inflammatoires, et donc on a souvent besoin d'avoir un traitement social, d'avoir un traitement psychologique, d'avoir un traitement professionnel. Ça, c'est important. Mais l'idéal est que, à travers notre traitement médicamenteux, on n'ait pas besoin de tout ça, parce qu'on arriverait à remettre le patient en rémission, c'est-à-dire sans véritable symptôme, donc guéri sous traitement, si vous voulez. C'est ça l'objectif, c'est guéri sous traitement. Et après, l'objectif du dessus que l'on cherche tous et que l'on obtient de plus en plus souvent, mais ce n'est pas encore la majorité, c'est la guérison après sans traitement, ou du moins la rémission sans traitement. La guérison, on n'ose pas encore dire la guérison, voilà. Mais on a des malades qui ont pu arrêter le traitement depuis quelques années et il ne se passe rien. Donc on est prudent, on dit c'est une rémission très prolongée, mais ça fait 5 ans qu'ils ne prennent plus rien, puis ils n'ont plus le rhumatisme. Bon, voilà, donc ça arrive. Et ça arrive d'autant plus souvent que le malade a été diagnostiqué tôt, après le début de ses symptômes, et a été traité tôt après le diagnostic. Ça, on sait que ce sont, surtout dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est très très bien démontré, mais dans d'autres rhumatismes inflammatoires, c'est
très probablement la même chose. Voilà, et puis n'oublions pas le traitement des atteintes extra-rhumatologiques, parce que c'est vrai que la polyarthrite rhumatoïde, ça touche avant tout les articulations, mais pas que. De temps en temps, il y a des atteintes pulmonaires, de temps en temps, il y a des atteintes oculaires, de temps en temps, il y a des atteintes ailleurs. La spondyloarthrite, comme vous savez, est assez souvent associée à du psoriasis ou associée à la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique que l'on appelle les MICI, ou maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc il y a des associations, environ 10% des malades ont aussi une MICI. Et donc il faut, évidemment, ou des uveites antérieures, des atteintes inflammatoires de l'œil, il faut absolument que le rhumatologue prenne en compte les manifestations extra-rhumatologiques. S'il s'occupe d'un patient qui a une spondyloarthrite et du psoriasis, mais qu'il ne vise que le débarrasser de ses douleurs du dos, sans s'occuper du tout de ce qui l'embête peut-être le plus parfois, c'est-à-dire son psoriasis qu'il trouve insupportable d'un point de vue social ou familial ou de couple ou je ne sais pas quoi, ou douloureux parfois, parce qu'un psoriasis plantaire, par exemple, ça peut faire parfois plus mal pour marcher que des arthrites des poignets ou des chevilles. Donc voilà, il faut avoir cette vision de la prise en charge globale, et si le patient est plein de psoriasis, d'un psoriasis ou à certains endroits, même s'il n'en a pas plein, un psoriasis génital, ça peut être très invalidant dans la vie de couple, dans la vie, bref. Voilà, donc c'est cette prise en charge globale qu'il faut que le rhumatologue ait, et même si on ne lui demande pas d'être l'homme orchestre et capable de tout traiter, bien sûr, la maladie de Crohn, si elle est associée, c'est au gastro-entérologue de faire ça. Mais c'est au rhumatologue de se préoccuper de savoir si le Crohn est bien suivi, le Crohn est bien traité, vous êtes bien équilibré d'un point de vue Crohn, etc., etc. Et le traitement que je vais vous donner ne risque pas, ou risque, je me pose la question, de déséquilibrer votre maladie de Crohn. Et j'en tiens compte dans mon choix, dans mes choix de traitement de molécules. Alors, on arrive aux cachets, qui ne sont pas toujours des cachets, et même de moins en moins des cachets, comme vous le savez. On va commencer par un type de rhumatisme, pour que ce soit plus concret, parce que sinon, si on reste dans les grandes généralités de tous les RIC, là, on ne peut pas dire grand-chose, parce que ça varie tellement qu'on reste dans des banalités. Donc, plus concrètement, quand même, on va commencer par la spondylarthrite dans sa forme axiale, vous savez, donc celle qui fait mal au dos avant tout, au bassin, dans les sacroiliacs, là, dans les fesses, descendant un peu derrière comme ça, parfois les talons, et parfois d'autres manifestations, les articulations périphériques, les doigts ou les orteils en saucisse, la paroi thoracique, voilà, bon, toutes ces manifestations que l'on peut voir dans cette forme que l'on appelle donc axiale avant tout. Alors, comment traite-t-on aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, on traite, vous allez dire, avec des vieilles molécules. Vous allez me dire, c'est pas très moderne quand même. Alors, on va voir pourquoi. On traite avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens en première intention. L'anti-inflammatoire non stéroïdien, vous en connaissez plein, bien sûr, que ce soit des plus anciens, le Voltaren, le Felden, après le Profénide, après l'Apranax, après le Sébutide, etc. etc. Tout ça, le Célébrex, tout ça, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il y en a au moins une vingtaine que je n'ai pas cités. Et ceux que j'ai cités ne sont pas meilleurs que ceux que je n'ai pas cités, qu'on soit bien clair. Voilà. Donc ça, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pourquoi ça constitue toujours la première ligne de traitement dans la sphère de la spondyloarthrite axiale? Parce qu'il a été remarqué, maintenant il y a plus de 50 ans, que cette classe de médicaments était particulièrement efficace sur l'inflammation de cette maladie-là. Dans la polyarthrite rhumatoïde, les AINS, comme on dit, ça marche très peu, pas bien, ça soulage peu une polyarthrite rhumatoïde. Par contre, ça va souvent, pas toujours bien sûr, c'est le problème, mais souvent soulager très bien une spondyloarthrite axiale. Et le patient, au bout de 2 jours de prise, se trouve très soulagé, voire complètement soulagé au bout de 2 jours, ou 3 jours, ou 4 jours, mais ça ne met pas longtemps. Alors, quand on est dans cette situation que le patient a trouvé l'anti-inflammatoire qui lui transforme la vie et les symptômes, eh bien, on va continuer comme ça, en éduquant bien le patient. Il faut qu'il sache comment prendre son anti-inflammatoire, quand le prendre, à quelle dose, manier tout ça tout seul. Il est complètement autonome. C'est ce qu'on appelle un régime
à la demande, et ça fait partie des recommandations nationales, mais aussi des recommandations internationales, hein, et pour une fois qu'il y a un consensus sur quelque chose quelque part dans le monde, il faut en profiter, hein, voilà, et c'est le on-demand treatment des anglo-saxons, donc c'est le régime à la demande. Un patient sait quand il doit prendre un peu, beaucoup, pas du tout, de son anti-inflammatoire pour aller bien. Attention toujours à la toxicité potentielle de ces médicaments comme tous les médicaments, toujours possible. Attention s'il y a une maladie inflammatoire chronique de l'intestin associée, la maladie de Crohn ou la rectocolite. Là, les AINS sont, dans l'immense majorité des cas, sont déconseillés, voire interdits par les gastro-entérologues parce que ça peut donner des poussées de la maladie digestive. Alors voilà, donc ça donne les AINS avec, si besoin, des antalgiques, mais la base du traitement d'un RIC, vous le savez, ce n'est pas les antalgiques. On ne va pas vous monter la dose jusqu'à vous noyer sous la morphine pour que finalement ça ne marche pas si bien que ça. Et puis vous êtes, comme me disent certains patients, on m'a transformé en zombie, c'est tout, mais j'ai toujours mal et je ne peux plus travailler et je ne peux plus conduire. Hein, donc voilà, ce n'est pas ça la solution du traitement du RIC. Ce n'est pas monter les antalgiques tout seul, c'est combattre l'inflammation d'abord. Et en appoint, on peut toujours recourir à des antalgiques. Donc les AINS, les antalgiques, des infiltrations si besoin dans certains cas, quand il y a vraiment quelque chose qui gonfle à un endroit ou deux endroits, on peut compléter par une ou deux infiltrations. Et si on y arrive comme ça et que c'est bien toléré d'un point de vue digestif en particulier, eh bien on continue, comme je l'ai dit, à la demande et avec l'information et l'éducation. Mais par contre, il y a des situations où ça ne va pas se passer comme ça, et c'est là évidemment où c'est plus difficile. Alors, est-ce que c'est pour tout le monde, puisque la discussion est, on essaye de personnaliser. Donc les anti-inflammatoires, là, je vous ai dit, ça marche souvent bien, donc on y va, c'est pour tout le monde, il n'y a pas de discussion. Si, il y a des discussions. D'abord, il y a des patients qui ont des contre-indications aux anti-inflammatoires, hein, donc ceux qui sont sous anticoagulants, ceux qui ont le Crohn ou la RCH, voilà, ceux qui ont une hypertension artérielle dans une période où elle est mal adaptée, ce n'est pas le moment de mettre un anti-inflammatoire, ça peut déséquilibrer encore plus l'hypertension. Ceux qui ont une insuffisance rénale ou une fonction rénale limite, les anti-inflammatoires fatiguent le rein, et donc ce n'est pas là où il faut introduire un anti-inflammatoire. Bref, il y a un certain nombre de contre-indications ou de prudence aux anti-inflammatoires, donc un certain nombre de patients chez lesquels on ne pourra pas passer par cette première étape. Voilà, la première ligne, comme on dit, les anti-inflammatoires, c'est quand même pas tout à fait pour tout le monde, mais c'est pour une grande majorité de patients. Et donc, chez ceux-là, quand il y a une contre-indication, on va passer au traitement de seconde intention d'emblée. Ils n'auront pas la première intention, on va passer directement à l'étape du dessus. Et de toute façon, on a aussi quand même un pourcentage non négligeable de patients qui n'ont pas une bonne réponse aux anti-inflammatoires. Donc ils ont fait 1, 2, 3, 4 produits parfois, et puis aucun ne les soulage de façon suffisante. Et donc, chez eux aussi, on va passer à la deuxième ligne de traitement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette deuxième ligne ? Ce sont ce qu'on appelle les traitements ciblés, qui comprennent surtout les biomédicaments. On va revenir un petit peu sur tout ça. En général, ce sont les biomédicaments. Alors, un petit peu de vocabulaire sur ces traitements. Les biomédicaments, ce sont des traitements dont le mode de fabrication est un mode de fabrication biologique, c'est-à-dire que c'est à partir de cultures cellulaires divers systèmes, c'est à partir de cultures cellulaires qu'on recueille le médicament qui est produit biologiquement, et on l'extrait, on le purifie, etc., on le met dans les petits flacons, et voilà, et ça donne un médicament. Mais la production n'est pas chimique, elle est biologique. C'est pour ça que ce sont des biothérapies ou des biomédicaments. Donc ce n'est pas un traitement bio au sens où on mange bio, c'est pas ça. C'est pas plus bio qu'un autre médicament, mais c'est son mode de production qui est une production biologique et non pas une production chimique comme les traitements conventionnels que vous connaissez depuis que vous êtes né. Voilà, les cachets, les pilules, les effervescents, les machins, tout ça, c'est la chimie qui fabrique ça. Là, ce n'est pas la chimie, c'est des usines de biologie. Mais le résultat est le même pour vous. Alors, nous avons soit les traitements biologiques qu'on appelle les BDMART. Alors, on parle de BS. DMART, c'est les traitements de fond, voilà, en anglais. On parle de BS aussi. Pourquoi ? Parce que presque tous ces traitements, enfin une majorité de ces traitements biologiques, qui ont maintenant 23 ans, 24 ans pour les premiers,
certains n'ont qu'un an, mais une majorité d'entre eux, pour eux, le brevet est tombé. Et donc, quand le brevet tombe, ils ont le droit d'être copiés. Et c'est ce qu'on appelle les biosimilaires. Et les biosimilaires sont les mêmes molécules, fabriquées par des concurrents, mais qui n'ont pas les coûts de développement, etc. à faire, puisque tout est trouvé déjà, tout est prouvé aussi, et donc ils ont un coût très faible par rapport au premier, et donc un prix qui va être donné par le ministère qui est bien en dessous. Et donc ces biosimilaires font baisser le prix des traitements en général, et c'est renégocié chaque année avec le ministère, et c'est renégocié chaque année à la baisse. Il ne faut pas oublier que les premiers biomédicaments que l'on a eus une vingtaine d'années, et pendant quelques années, on était quand même à entre 12 000 et 14 000 euros par an par patient. Pour la plupart de ces traitements, on a diminué de plusieurs milliers d'euros le coût par patient. Ce qui permet quand même à un pays, au bout d'un certain temps, de traiter plus de patients. Ce n'est pas tellement un débat qui a eu lieu en France, parce que ce n'est pas notre culture, mais dans d'autres pays, alors je ne vous parle pas de pays qui sont un peu en difficulté dans leur système de santé, comme par exemple le Maghreb, l'Europe de l'Est, etc., ou d'autres pays. Non, je vous parle de voisins, l'Angleterre, où le contingent de patients traitables ou à traiter est défini. Donc, c'est intéressant, dans cette enveloppe, de rentrer le plus possible de patients. Et puis, nous avons les traitements ciblés plus récents, qui sont des petites molécules, cette fois-ci, qui sont de fabrication chimique. Et c'est pour ça qu'on ne dit plus seulement les biothérapies, parce qu'il y a aussi des équivalents de biothérapie, mais par mécanisme chimique. C'est-à-dire que ça fait la même chose, à peu près, mais c'est de nouveau fabriqué de façon chimique. C'est la classe des inhibiteurs de JAK, des JAKI, voilà, JAK inhibiteurs, ou l'apremilast pour une petite molécule un peu toute seule dans sa famille. Alors, les voilà, les traitements ciblés. Je vous ai présenté la grande famille. Vous voyez, donc, c'est l'arbre généalogique. Non, pas du tout, il n'y a pas de filiation. Donc, nous avons, on va aller vite, dans les biologiques, nous avons eu au tout début les anti-TNF. On a eu un anti-TNF au départ, qui était l'infliximab en perfusion, c'était le Rémicade, ça vous dit peut-être quelque chose aux plus anciens patients. Et puis après, bien, il y en a eu d'autres de développés, voilà, qui sont ici. J'ai mis la molécule en DCI, c'est-à-dire le nom de la molécule et non pas le nom de commercialisation. Et puis, une quinzaine d'années après, on a eu en plus les anti-L17. C'est-à-dire que ce sont des médicaments qui, au lieu de bloquer le TNF-alpha, qui est une molécule qui donne de l'inflammation, eh bien, on bloque le TNF-alpha et on diminue très nettement l'inflammation chez beaucoup de patients. Chez beaucoup, mais pas chez tous. Il y en a, un anti-TNF, ça ne leur fait rien. Ou ça leur fait au début et puis ça ne marche plus après. Donc, on a des besoins d'autres médicaments qui agissent autrement, qui passent par ailleurs sur une autre voie de l'inflammation. Au lieu de bloquer là, pof, où ça ne marche pas bien, eh ben on va bloquer là. Et puis s'il faut, ça ne marche pas bien, on ira bloquer là. Vous voyez, c'est sur... Donc on a eu les anti-interleukine 17. On a eu et on a. Et on en a d'autres qui arrivent. On a un qui est tout seul dans sa classe pour l'instant, un anti-interleukine 12 et interleukine 23, l'ustekinumab. On a de façon plus récente des anti-interleukine 23 qui marchent très bien dans le psoriasis pour les dermatologues. Ils se les sont largement appropriés, ces médicaments-là. On a une molécule là toute seule en bas à gauche qui empêche les lymphocytes T de s'activer de façon anormale, comme c'est le cas dans ces rhumatismes pour la plupart d'entre eux. Donc ça les calme en bloquant, en agissant avec la molécule CTLA4. Bon. Et on a des molécules qui bloquent une autre molécule de l'inflammation, qui n'est pas le TNF, qui n'est pas l'IL-17, c'est l'interleukine 6. Ça marche bien, très souvent, de bloquer l'interleukine 6 dans certaines maladies, mais pas dans toutes les maladies. Et ici, en rouge, et nous avons une molécule qui s'attaque au lymphocyte B, cette fois-ci, ce sont d'autres cellules du système immunitaire. Vous voyez, on peut toucher les T, essayer de les calmer, les apaiser. On peut essayer de tuer les B qui circulent dans le sang et qui vont jouer un rôle aussi, en particulier dans la polyarthrite rhumatoïde. Tout ça, ce sont des mécanismes d'action, vous voyez, différents. On a plein de possibilités. Tout le problème est qu'on ne sait pas, on revient au début, on ne sait pas chez un patient donné si chez lui,
Ce qui est bien, c'est de bloquer l'IL6 ou de bloquer le TNF ou de toucher au B ou de toucher au lymphocyte T, etc. On ne sait pas et nous n'avons pas de moyens aujourd'hui de savoir. C'est pour ça qu'on a une stratégie qui est une stratégie d'expérience, d'essai. On commence par cela, en s'appuyant, on va le voir, sur quand même des guides. Et puis, si ça marche, tant mieux, on continue, c'est bingo, et voilà, le patient est bien éduqué, il fait bien, il apprend bien, il se fait bien sûr, et la vie peut être belle pendant des années. Si ça ne marche pas, on arrête, et on débute une autre voie. On essaye autre chose, on essaye de passer par ailleurs. Passer par là, boum, ça ne marche pas. Bon, on va passer par là. Alors, ok, j'ai quasiment fini parce qu'après, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail de toutes les molécules. Et ensuite, vous avez ce que je vous ai dit, les petites molécules que sont les JAK inhibiteurs, et cette petite molécule aussi qui est l'apremilast, surtout quand il y a du psoriasis. Alors, pour la spondyloarthrite axiale, vous avez vu, on a tout ça. Eh bien non, on n'a pas tout ça, parce que je vous ai mis ici tous ceux qui ne fonctionnent pas, ou n'ont pas été essayés, ou n'ont pas été développés, ou qui ont été essayés, et qui ne fonctionnent pas dans la spondyloarthrite axiale. Donc, il nous reste ce que je vous ai mis, ceux qui fonctionnent, qui ont l'AMM, comme on dit, dans la spondyloarthrite axiale. Vous voyez que nous avons donc 3 familles, c'est déjà beaucoup, parce que dans chaque famille, en plus, on a plusieurs produits. Nous avons 3 familles. Nous avons, dans la spondyloarthrite axiale, les anti-TNF, ou les anti-L17, ou les JAK inhibiteurs, avec plusieurs produits. Comment choisir ? Je vous ai dit, ça va être suivant la présentation rhumatologique. Donc, est-ce qu'elle est axiale ? Est-ce qu'elle est surtout articulaire périphérique ? Est-ce qu'elle est sur tous les talons, etc. Bon, bref, la présentation rhumatologique, mais aussi la présentation extra-rhumatologique. Est-ce qu'on a en plus des uvéites antérieures, des atteintes de l'œil ? À ce moment-là, on va choisir plutôt ça et ça et ça, parce qu'on sait que ça marche aussi sur les uvéites antérieures. La Mickey, est-ce qu'il y a un Crohn en plus ? Et je vous l'ai dit, par exemple, on ne choisira jamais un anti-L17 si le patient a une Mickey, parce qu'on sait que les anti-L17 peuvent activer les Mickey, mais on ira à ce moment-là directement à un anti-TNF sans réfléchir, voire dans certaines situations à un JAK, parce que ça marche aussi sur les Mickey. Vous voyez ? Donc on tient compte de ces... Et puis pour le psoriasis, c'est pareil, on va se laisser guider aussi par la gêne que représente le psoriasis pour le patient, parce qu'on va choisir un produit à ce moment-là qui marche vraiment bien sur le psoriasis en même temps. Un seul traitement pour les 2 maladies si possible. Donc voilà comment on choisit, et puis on choisit aussi avec les contre-indications et les précautions. Tel malade qui a en même temps telle maladie cardiaque, qui a fait un infarctus il y a 1 an et demi, on va en tenir compte dans le choix. Et on sait qu'il y a certaines molécules, par exemple les inhibiteurs de JAK, où il faut éviter ces médicaments-là chez les patients qui ont des antécédents cardiovasculaires nets. Bon, voilà, donc là, on va dire pas d'inhibiteur de JAK chez ce monsieur ou chez cette dame-là qui a fait un infarctus ou qui... Voilà. Donc vous voyez comment on choisit. On choisit comme ça, suivant la présentation de la maladie, les maladies associées, les contre-indications qui existent éventuellement de par le passé du patient, et puis par son expérience personnelle toujours. Et puis surtout, on s'appuie quand même sur des guides publiés, et ce sont ce qu'on appelle les recommandations. Donc, comme la communauté médicale au sens large, pas seulement rhumatologique, a compris que depuis 30 ans, voilà, il y avait des progrès assez gigantesques qui étaient faits dans tous les domaines, et que par contre, la difficulté venait après, dans un souci de riche, de savoir comment on organisait tous ces produits, tous ces progrès, lequel choisissait-on en premier, sur quel argument, lequel choisissait-on ensuite en deuxième, vous avez vu tous les petits ronds, donc on va de là à là ou à là, sur quel argument. Donc, les sociétés savantes, la Société française de rhumatologie, la Société européenne, la Société américaine, etc., se sont dit il faut quand même qu'on se réunisse et qu'on essaye, avec les données de la littérature, de faire des synthèses et de publier des recommandations qui aident le praticien à faire ses choix. Voilà. Donc, les recommandations françaises de la SFR ont été publiées pour la première fois, je crois, en 2012, ou voilà, remises à jour, parce que ça va tellement vite, il y a des nouvelles classes, des nouveaux médicaments, etc., remises à jour en 2018 ou 2019, si je me rappelle bien, et ça va tellement vite qu'il a fallu le refaire en 2022, ça a été publié cette année,
enfin l'année dernière, dans cette revue que vous voyez là. Donc les recommandations françaises, qui sont très très proches, un iota près, des recommandations européennes, évidemment. Il n'y a pas un écart entre la vision européenne et la vision française. Voilà. Mais ces recommandations sont des bases pour les rhumatologues dans leurs décisions au quotidien. Ils ne s'appuient pas non plus comme ça sur l'air du temps. Voilà, donc on va aller vite. La polyarthrite rhumatoïde, on peut caricaturer, c'est presque toujours le méthotrexate en première ligne. Là, il faut un traitement de fond en première ligne dans la polyarthrite rhumatoïde pour diminuer le risque de déformation à moyen terme. Ça, c'est important. Et puis, si ça marche très bien, qu'on est en rémission, que le traitement est bien toléré, bien, c'est parfait, on peut rester sous méthotrexate des années. Si ça ne marche pas bien, qu'on n'a pas la rémission ou que ce n'est pas bien supporté par le patient et qu'il faut faire autre chose, on fait autre chose. Et on arrive au traitement ciblé. Et nous, on voilà avec notre arsenal. Revoilà l'arsenal. Mais on n'a pas tout ça pour la polyarthrite rhumatoïde. On n'a que, c'est déjà extraordinaire, parce qu'il y a 20 ans, on n'avait rien d'autre. 22 ans. Voilà, on a toutes ces familles de médicaments, avec tous ces médicaments dans ces familles. Voilà, pour le rhumatisme psoriasique, eh bien, 2 mots. Je ne vous ai pas représenté toute la panoplie, juste ceux qui ont l'AMM pour le rhumatisme psoriasique. Vous voyez, il reste 6 classes. Et puis voilà, donc je pense que je suis à peu près dans les temps. Et je vous écoute maintenant. Merci, professeur Claude Pierre, pour la clarté de votre exposé. Nous avons presque 10 minutes pour des questions avec la salle. Alors, première question. Ouh là là, on va faire... Bon, allez, on va commencer par là et puis on va balayer de gauche à droite. La dame en bleu. Bonjour, merci pour votre exposé. Alors, vous avez donné des recommandations pour l'espélartrite. Est-ce que vous auriez aussi des recommandations où est-ce qu'on peut trouver un texte similaire pour la polyarthrite rhumatoïde? Eh bien, il y a les mêmes recommandations de la Société française de rhumatologie, publiées dans la même revue, mises à jour également avec le même principe. Il y a également les recommandations de la Société européenne qui s'appelle l'EULAR. Donc, vous pouvez trouver en anglais les EULAR, European, etc. Donc, c'est EULAR. Les recommandations de l'EULAR, qui sont publiées, remises à jour, on en est à 3e ou 4e remise à jour. Voilà, il y a aussi des recommandations américaines qu'on regarde un peu moins parce qu'elles sont plus complexes, mais vous avez aussi les recommandations, les American Congress of Rheumatology, qui publient leurs recommandations également. Vous pouvez contacter la FPRIC, on vous enverra les liens vers ces articles avec les recommandations. Voilà. Une autre question. Alors j'ai dit qu'on allait faire de gauche à droite, alors vers le milieu là, et puis après on... Voilà. Le monsieur avec les lunettes là-bas, voilà. Je crois que c'est vous, monsieur, oui, oui, il me semble. Françoise peut-être, Françoise? Le monsieur qui est là-bas. Sinon, il y avait une autre dame en bleu. Oui. Bonjour, merci pour votre présentation. Oui. Intéressant de voir qu'en effet, il y a un arsenal qui se développe pour le traitement de toutes ces maladies, mais on reste sur des médicaments qui sont classiques où on développe des molécules. Vous pensez quoi de la thérapie génique qui commence à aussi faire beaucoup de recherches et qui serait, comme vous l'avez présenté en début de présentation, un traitement qui est spécifique pour le patient? Alors, c'est évidemment une voie d'avenir très intéressante. Donc, bien entendu, on en attend beaucoup. Maintenant, on a appris avec le temps à être très prudent vis-à-vis des essais que l'on appelle in vitro, puis après, enfin voilà, dans les tubes et les cultures cellulaires, et puis après sur les modèles animaux, sur les souris, voilà, c'est bon. C'est indispensable de passer par des modèles animaux, bien sûr, avant de passer chez l'homme. Et puis, on a vu moult exemples de molécules qui finalement ne passaient pas l'épreuve ultime, qui est les mêmes résultats ou la même sécurité quand on arrive chez l'homme. Donc voilà, la thérapie génique, on en attend beaucoup, mais elle est en développement. On espère qu'elle arrivera à son terme au lit du patient ou dans la chambre du patient le plus tôt possible. Enfin, c'est pas, sans vouloir jouer au devin, c'est pas 2024. Et je peux dire que ça ne sera pas 2025 non plus. Au-delà, je ne vois pas.
Bon, c'est un espoir quand même. C'est un espoir, bien sûr. Alors, on va continuer sur cette... Voilà, allez. Je suis désolée, je ne peux pas donner à tout le monde. Bonjour, merci pour votre présentation. Quand vous avez parlé des anti-inflammatoires pour le traitement de la spondylarthrite, donc traitement à la demande, en fait, après plusieurs années de spondylarthrite, moi, j'arrive toujours pas bien à voir quand le prendre, quand juger que c'est le bon moment. Est-ce qu'une solution serait de prendre un petit peu d'anti-inflammatoire tous les jours ? Ça peut être une solution chez certains patients quand effectivement ils ne connaissent pas vraiment de jours ou de périodes sans douleur ou sans raideur ou réveil la nuit. Voilà. Maintenant, chez des gens qui arrivent à identifier des moments où ça va mieux, c'est dommage de prendre un traitement chimique, de le mettre dans son corps à un moment où on n'en avait pas besoin. Il ne faut pas oublier qu'un anti-inflammatoire non stéroïdien, contrairement à d'autres traitements qu'on a vus après, ce n'est pas un traitement de fond, c'est-à-dire que ça ne calme pas la maladie dans son fond. Ça agit le temps de la durée de vie de la pilule, c'est-à-dire pendant 4 heures, 6 heures, 8 heures, 9 heures, il y a une diminution de l'inflammation qui fait qu'on se sent soulagé, on se sent revivre. Mais au bout de 8-9 heures, il n'y a plus rien. Donc le prendre tout le temps quand il n'y a pas d'inflammation à combattre, ce n'est pas logique non plus. C'est pour ça que pour éviter de fatiguer inutilement les reins ou le foie, etc., on dit à la demande. Mais pour certains patients, à la demande, c'est en permanence et à dose maximale. Pour certains patients, il leur faut les 2 comprimés matin et soir, tous les jours. Parce que s'ils sautent 1 comprimé ou 2 comprimés, ils partent en week-end. Le truc qu'ils vérifient avant de partir en week-end, c'est qu'ils n'ont surtout pas oublié le cachet, parce que sinon, ils ont leur week-end pourri. Bon, chez certains patients, c'est comme ça. Et on se pose de plus en plus la question chez ces patients-là qui ont vraiment besoin tout le temps d'anti-inflammatoires plein pot, comme on dit, de savoir si finalement, ça ne serait pas bénéfique pour leur santé de passer au traitement ciblé, au biologique, comme on l'a vu, plutôt que d'être plein pot pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans avec un anti-inflammatoire. La question n'est pas tranchée aujourd'hui et c'est sûrement du patient pour patient. S'il y a des facteurs de risque cardiovasculaire associés, peut-être qu'il vaut mieux changer. Si le rein fatigue un peu, peut-être qu'il vaut mieux changer, etc. Merci. Une autre question ? Oui, la jeune femme devant moi, là. Merci pour cette présentation, ça a été bénéfique. En fait, j'étais diagnostiquée d'un rhumatisme à l'âge de 3 ans. Du coup, ça fait plus de 30 ans là, de maladie. Du coup, j'ai testé, au début, je ne savais pas trop est-ce que c'est le lupus, c'est une polyarthrite, voilà. Donc, j'ai testé presque tous les traitements, Flaquenil, méthotrexate, tous les anti-inflammatoires que vous pouvez imaginer, le Ventolin, ou je ne me rappelle plus. Bon, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer, en fait. La semaine prochaine, je serai hospitalisée pour le traitement TALS. Je ne sais pas si ça vous dit, ça me dit rien. Mais comme vous n'aviez que les noms des molécules, vous n'aviez pas le nom de commercialisation, mais il était là, bien sûr, c'est un anti-interleukine 17. Donc c'est un des deux anti-L17 qu'on a aujourd'hui à notre disposition pour la rhumatologie. Et du coup, pour le moment, j'ai été diagnostiquée pour une spondylarthrite, en fait. Je ne sais pas, en fait, c'est mon rhumatisme, en fait, qui a été évolué au cours des années. Donc, pour le moment, vraiment, je ne sais plus quel médicament qui va être marché pour que je puisse vivre ma vie, on peut dire normalement. Mais voilà, on revient au titre du topo et à mon introduction. On ne sait pas, et vous ne savez pas, mais le médecin en face ne sait pas non plus, ne sait pas quel médicament va marcher chez vous. Vous voyez, on a la chance, dans cette époque et en Europe de l'Ouest, en particulier en France, d'avoir beaucoup de produits que l'on peut essayer. Donc, voilà, on essaye un médicament, ça ne marche pas, on essaye un autre, ça ne marche pas, on essaye un autre. Voilà. Et donc, il y a toutes les chances quand même que vous trouviez le produit qui va améliorer votre qualité de vie, parce que c'est ce qu'on constate aujourd'hui chez la grande majorité des malades. On trouve une solution qu'on ne trouvait pas il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Mais il reste toujours un petit pourcentage de patients chez lesquels on ne trouve pas, celui qui a toutes les complications, celui qui a des maladies à côté, etc., etc. Il y a toujours des patients qui sont en échec, mais de moins en moins. Et il y en aura de moins en moins. Bien, sur cette note d'espoir quand même, nous allons clôturer cette session de questions-réponses. Il est 11h15, nous allons faire une pause d'une demi-heure. Eh bien, bonne pause. Au revoir à tous. Merci beaucoup, professeur Cotepierre.